Radio Supplément, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbet. L'émission Art Racaille qui va rentrer dans le vif du sujet en évoquant la visite que nous avons faite à l'espace Zatkin, c'est-à-dire son ancien lieu d'habitation et de création, à Montparnasse. C'est dans quelle rue? C'est dans la rue d'Assas, au centre rue d'Assas. Voilà. Pour une exposition consacrée à lui, à Zatkin, parce que c'est son lieu, et à son pote Modigliani. Là, on apprend, effectivement, on le savait, mais on apprend plus dans le détail, leur admiration mutuelle, leur amitié surtout, hein, à une époque où l'amitié comptait beaucoup pour pouvoir tenir dans les conditions de vie assez effroyables auxquelles ils étaient soumis. Voilà. Ouais, c'est vraiment. D'ailleurs, l'exposition s'appelle Une amitié interrompue parce que Modigliani est mort en 1920, donc interrompu brutalement par sa mort. Et que Zatkin est mort dans les années 70. Voilà, il est mort bien plus tard, quoi. Donc effectivement, c'est une exposition qui va nous montrer leur rencontre, leur amitié, qui va mettre un peu en perspective les œuvres de chacun, comment il y a des inspirations, de toute façon, et qui va nous plonger aussi au cœur de cette vie des Montparnasse, comme on les appelait, hein, qui souvent, il y en a certains qui sont venus déjà de Montmartre et qui se sont retrouvés dans ces quartiers du Montparnasse. Alors pour ça, on peut s'appuyer sur quelques textes en dehors de l'exposition. Il y a un livre de Georges Michel qui s'appelle Les Montparnasse. Donc il y a des pseudos, mais qui racontent un petit peu justement la vie de Modigliani et je crois Soutine dans ce quartier du Montparnasse. Il y a un livre de Christian Parizeau qui s'appelle Modigliani, donc je vais lire un petit extrait tout à l'heure, et un livre de Zatkin qui s'appelle Le Maillet et le ciseau, qui est Souvenir de ma vie, là, qui est un livre très très précis sur sa biographie, en fait, comment son travail et ses rencontres, quoi. Ouais, donc je vais commencer justement par lire un extrait donc du Maillet et du ciseau, Souvenir de ma vie, quand il va évoquer Modigliani. 1918, avec Modigliani. Un matin du printemps de 1918, longeant le jardin du Luxembourg, côté Saint-Michel, je rencontrai Modigliani. Il rentrait d'Italie, fraîchement rasé, et se promenait dans un somptueux costume de velours couleur de nacre. Nous nous connaissions déjà depuis une rencontre à la rotonde d'avant-guerre, mais nous n'avions jamais eu réellement l'occasion de nous parler. Il vivait déjà à Paris, avant la guerre, sur la butte de Montmartre. En 1918, il avait décidé de vivre à Montparnasse, et pour cela avait loué un atelier de l'impasse Falguière. Modigliani était très très sympathique et nous nous liâmes. Il allait commencer à tailler ses fameuses têtes en pierre. L'influence de Brancusi était évidente, mais personne ne prenait les sculptures de Modi au sérieux. Il y avait en ces têtes l'idée d'un peintre provisoirement subordonné à celle d'un sculpteur. D'ailleurs, la période de sculpture ne dura pas longtemps chez Modi, car il revint heureusement à la peinture. Je connaissais à cette époque une Anglaise très gentille qui logeait à Montparnasse, dans un local qu'on peut encore voir actuellement. Elle était originaire d'une colonie britannique d'Afrique du Sud et écrivait des poèmes. Elle s'appelait Béatrice Hastings. Je lui faisais la cour, mais il y avait en elle quelque chose de fade qui fit que mon insistance vis-à-vis d'elle s'amenuisa peu à peu. Je la présentai à Modigliani, une liaison s'ensuivit, qui ne dura pas longtemps, mais qui fut à l'origine d'un nombre de portraits de la jeune femme très intéressants. Une quinzaine de grands dessins, les cariatides, furent également des fleurs qui firent éclore cette liaison. C'était le temps des vaches maigres pour nous deux, on s'asseyait aux terrasses des bistrots, Modi faisait des portraits de voisins à table qu'on leur donnait pour essayer d'avoir un franc. À un certain moment, pour pouvoir vivre et aussi travailler, c'était lui un jour qui mendiait pour deux, le lendemain c'était moi. À cette époque, Modigliani traversa aussi une crise d'ordre artistique. La sculpture de ses têtes en pierre, même celle de sa cariatide de 20 mètres, ne le satisfaisait pas. Il se rendait compte qu'ils se répétaient et ces têtes longues, tout en s'effilant, perdaient leur sveltesse. Le presque sourire d'intime satisfaction qui animait ses premières têtes s'était tari. Une habileté du savoir-faire ne permettait plus à l'âme inquiète de sourire. Retourné alors entièrement à la peinture, il se voit tout au portrait, pour lequel, après la parution des chefs-d'œuvre de Renoir et de Cézanne, il trouva une voie inédite. N'oublions pas en effet que les artistes d'alors, Picasso, Braque, Ribera, Léger, n'étaient pas des peintres de portraits.
La peinture au temps de Modigliani œuvrait et s'affairait dans des découvertes cubistes. Là, je passe un petit peu quelques passages. La peinture de Modi commençait à se vendre. La dame spéculation s'emparait de cet homme gentil épris de haschisch et de vin. Je commençais à le voir moins souvent. À la Gargote, sorte de restaurant pour artistes que tenait Marie Vassiliev, il venait encore et, passablement saoul, il récitait la divine comédie à qui voulait l'entendre. Au bout d'un certain temps, on commençait à voir des nus féminins dans les galeries. Visiblement, la clientèle exigeait des nus. Cela se vendait bien et Modi suivait la mode. Cependant, le caractère de mon ami s'assombrissait. Modigliani devenait de plus en plus nerveux, buvait toujours davantage. Vers 1920, il se mit à tousser. Pour cacher sa toux, il s'inventait un rire presque hystérique. Un jour d'automne, revenant de Bruxelles, où s'était ouverte ma première exposition personnelle, j'appris sa mort et le suicide de sa femme. Depuis, la vanité a poussé beaucoup de ceux qui l'ont approché à donner chacun sa brique de souvenirs à l'édification d'une légende. Peu de gens, cependant, l'ont connu suffisamment pour dire l'être qu'il fut. Simple au fond de lui, mais fier, prime sautier, mais exalté. Personnellement, je crois qu'authentique bourgeon montparnassien qui n'a pas duré longtemps, il portait au cœur un don qu'il n'a pas su, voulu cultiver ou approfondir. Magnifique. Donc voilà ce que dit Zadkine de sa rencontre avec, de son parcours avec Modigliani. Et là, je vais prendre le livre de Christian Parizeau, Modigliani, où justement c'est vu par Modigliani quand on va parler d'Ossip Zadkine. C'est aussi Max Jacob qui avait présenté Ossip Zadkine à Modigliani, lui disant « Je te présente monsieur Zadkine, il faut l'entendre parler des révolutions. C'est vraiment le seul génie que nous ayons dans la littérature, il est sculpteur. » Zadkine était russe, arrivé à Paris en 1909, avait vécu à la ruche qu'il avait trouvé trop sinistre, moisissant de mélancolie et vite abandonné au bout de 6 mois pour divers ateliers à Montparnasse. Partisan de la taille directe dans la pierre ou le bois, sans passer par le modèle en argile ou en plâtre comme Amadeo, et comme lui d'un tempérament tourmenté, anxieux, mais qu'il savait faire taire sous une franche gaieté communicative. Les deux hommes étaient faits pour s'entendre, ils devinrent amis. Souvent, il se retrouvait chez Rosalie, une Italienne fantasque, qui tenait une petite crèmerie-restaurant très modeste, 4 tables à plateau de marbre et quelques tabourets en rotin, aux 3 rue Campagne Première, où il y avait toujours table mise pour Amadeo, qui aimait à retrouver les maçons italiens. Payant ou ne payant pas, Amadeo trouvait toujours chez Rosalie quelque chose à manger ou à boire. En échange, il lui laissait des cahiers bourrés de dessins que la pauvre femme lançait dans sa cave, déçue de ne jamais voir un sou. Rosalie et Amadeo s'adorent, mais ils se disputent continuellement, s'apostrophent en italien. Donc je trouve que ça nous fait un petit peu ressentir justement comment on vivait à cette époque-là dans ce quartier de Montparnasse. Oui, il y avait des tenanciers, des gargotiers qui ont une place quand même assez importante dans ce microcosme, parce que des gens comme Modigliani, des gens comme Butrillo, des gens comme Raïm Soutine et compagnie, s'il n'y avait pas eu des gargotiers comme cette Rosalie, ils auraient carrément crevé de faim, quoi. Voilà. Et il n'y avait pas qu'elle, il y en avait plusieurs comme ça. Voilà, de même qui s'installaient aux terrasses, effectivement, qui croquaient les gens qui étaient assis pour avoir un verre de vin et puis ou un plat, ou un café, quoi. Mm. Ouais. Et donc là, effectivement, donc il y a la rencontre de Zadkine et de Modigliani. Et Modigliani, au moment de la Première Guerre mondiale, Zadkine, lui, va s'engager comme brancardier, il va être gazé, il va avoir une longue convalescence, et à la fin de la guerre, les deux artistes se retrouvent brièvement, mais là, leurs voies vont diverger. Modigliani donc, va connaître un succès croissant avec ses peintures, mais comme il meurt prématurément à 35 ans, en 1920, et lui, Zadkine, va entamer une carrière beaucoup plus longue de sculpteur. Voilà, sauf qu'il n'oubliera jamais Modigliani et qu'il va conserver toute sa vie un portrait que Modigliani avait fait de lui, portrait qu'on peut voir justement dans l'exposition, quoi. Oui, une exposition. Alors, tout de suite, vous mettre, si vous avez l'intention d'y aller. C'est petit, c'est tout petit, les anciens ateliers de Zadkine, enfin surtout l'ancien atelier de Zadkine plutôt, parce que le reste était ses appartements qui ont été transformés en musée. C'est très petit et il y avait une foule
je suppose que c'est pour Modigliani, parce que quand il y a des expositions Zadkine, il y a beaucoup moins de monde. Mais Modigliani, avec l'aura, voilà, avec son aura, il draine toujours des foules invraisemblables. Et je dois dire que ça empêche complètement, enfin, de mon point de vue, ça empêche complètement d'essayer de communiquer avec les œuvres, quoi. On voit bien qu'il y a des images, qu'il y a des peintures, qu'il y a des sculptures, mais voilà, c'est tout. On voit des formes, on voit des couleurs, on voit des choses comme ça, mais pour essayer de communiquer avec ces œuvres, c'est quasiment impossible. Et pourtant, il y a quelques pièces, mais vraiment magnifiques, en sculpture de Zadkine surtout. En peinture, pour Soutine, c'est surtout des petits portraits. Pour Zadkine. Hein? Non, pour Modigliani. Pour Modigliani, ce sont des petits portraits. Oui, mais bon, si vous voulez, quand vous avez vu pratiquement un Modigliani, vous les avez tous vus. C'est pas du tout une critique, mais il y a des artistes. Vous avez, si vous voyez un Picasso, vous les avez pratiquement tous vus, même si il casse, il change, il transforme, etc. Il copie comme un malade tout ce qui passe devant lui. On arrive, si vous voulez, à le reconnaître malgré tout. Donc, moi, je le reconnais, j'ai pas pu regarder cette exposition comme je l'aurais voulu. Je suis même passé assez vite et j'ai été me réfugier dans le jardin. Là, il faisait un peu frisquette, mais bon, je préférais le frisquette du jardin que le remue-ménage de l'intérieur. En tout cas, je peux pas vous recommander d'y courir, parce que si vous êtes un peu comme moi, si vous aimez vraiment regarder des œuvres, soit des peintures, des sculptures, peu importe, si vous aimez les artistes, bah, je pense que vous serez frustré, quoi. Ouais. Bon, après, on va quand même parler un petit peu de ce qu'on peut voir et du travail de chacun d'eux. Maudit l'infini vertige qui m'attire, me chavire en d'étranges méandres. Maudit, maudit l'incertain voyage de passages à péage vers d'autres rivages. Tout au fond de l'atelier, sous la fenêtre éclairée, debout immobile, Jeanne me regarde. Maudit, au bout de mon pinceau, le silence des regards sur les corps obliques et pâles. Maudit, maudit, ce reflet éphémère qui s'éhanche sur la toile en vapeur d'éther. Et dans l'atelier glacial, assise à mes côtés, la fiancée de mon âme, Jeanne, c'était.
atelier glacial, jeune et seul désormais, il traîne sur le chevalet un portrait inachevé. Maudit, maudit, mamma mia cara, maudit, maudit, non ti dimentico. C'était Maudit, interprété par Zanni Boni, une artiste qu'on aime vraiment beaucoup, qui a beaucoup chanté sur les peintres. Oui. Alors oui, effectivement, dans cette déambulation un peu compliquée, on va dire, il y avait quand même des belles pièces. Et ça commence par une sculpture justement de Zadkine là, sur une tête en pierre. Et moi, j'avoue que quand on voit justement, il y en a une de Modigliani sur du calcaire qui est derrière. Et en fait, ils ont quand même un travail qui se ressemble énormément sur les traits du visage. Je trouve qu'ils ont des yeux en amande. Enfin, il y a... Non, t'es pas d'accord? Si, mais si Dieu sait. Modigliani n'est pas un sculpteur. Voilà, on a voulu nous le faire passer pour un sculpteur, mais ce n'est pas un sculpteur. Quand tu vois un Zadkine à côté d'un Modigliani, tu es attiré par le Zadkine, mais pas par le Modigliani. Enfin, moi, si tu veux, plastiquement, je trouve que la sculpture de Modigliani, elle est maigrichonne. C'est pas, il y a Zadkine, ça explose. Voilà, c'est aussi bien sur le beau. Parce que de Modigliani, on n'a que des sculptures sur pierre, sur calcaire, tendre, qui plus est, et stylisé, on ne peut pas en styliser plus, quoi. Autrement on fait du Giacometti, voilà. Mais je peux pas, comment dirais-je, avoir un choc esthétique en regardant côte à côte un Zadkine et un Modigliani. Le Modigliani me dit rien du tout, alors que le Zadkine, oui, là, c'est l'explosion, c'est une puissance, et puis il s'exprime sur du bois, il s'exprime sur de la pierre, il a fait des bronzes, enfin, il a pas fondu les bronzes et tout, mais il a fait des modèles pour des bronzes magnifiques, etc., où il y a une vitalité, on sent une force, on sent une turbulence, que malheureusement on n'a pas dans les... Mais là d'ailleurs de Modigliani, il y a juste une tête sculptée. Enfin, et après il y a des dessins quand il a voulu faire des cariatides, mais effectivement je pense qu'on a très peu de sculptures quand même de Modigliani. Hein. Après effectivement il y a des croquis, des peintures, des portraits aussi, quand tous les Montparnasse qui croisaient, que ce soit Max Jacob, Soutine, voilà, on retrouve un peu il y a toute des petits formats, des tout petits formats d'ailleurs. C'est intéressant, c'est Modigliani, mais on a vu un portrait, on les a tous vus, quoi. Je veux dire, il n'y a pas vraiment, ça change un peu parce que c'est pas le même personnage, mais si vous voulez, il n'y a pas vraiment d'émotion esthétique. Mais ce qu'on voit aussi, ce qui est un peu déprimant dans la déambulation, c'est que les gens, puisque c'est Modigliani, ils sont là, ils se pâment, ils font des photographies à n'en plus finir. Bon, j'ai l'impression que les spectateurs ou les visiteurs de ces expositions, si vous voulez, ils ont un catéchisme tout appris et voilà, ils ne cherchent pas à critiquer ce qui se passe. Mais oui, effectivement, je pense que c'est ça qui a fait affluence, effectivement, c'est le fait que ce soit Modigliani, quoi. Et une fois qu'on vient pour Modigliani, je suis sûr que même Zadkine, ça les intéressait moyennement. Alors que Zadkine, pour moi, il prenait toute la place, quoi. Voilà. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire d'une peinture de Modigliani? Enfin, il a fait des peintures magnifiques. C'est pas on va pas questionner sa peinture, mais dans cette exposition, par exemple, il y avait des dessins, des croquis que je trouve pas géniaux, enfin il y avait des croquis. Le problème des croquis, c'est qu'on avait vraiment du mal à les distinguer en fait. Oui, bien sûr. Et puis il y avait ces petits portraits, mais bon, si vous voulez, de ces petits portraits, c'est indéniable qu'on peut aimer le style de Modigliani, qu'on peut aimer ses couleurs, etc. Mais je veux dire, c'est pas... Si vous voulez, Zadkine, il n'a jamais fait deux sculptures semblables. Hein, parce que même si on ne le connaît pas vraiment très bien,
si on ne connaît pas son style, on peut pas, on peut rien. Non, je veux dire, s'il fait ses bronzes et ses tailles directes dans la pierre sont très différents. Parce que ces bronzes, ça a été fait alors, avec des plâtres, etc. Il peut fouiller, il peut faire un travail un peu, comment dirais-je, maniéré par moment. Sauf que dans la taille directe, là, il est vraiment à la forme la plus simple, des rondes bosses magnifiques, etc. Mais c'est pas fouillé comme ces bronzes qui ont été d'abord des plâtres. Voilà. Mais Zadkine, même que ce soit ces rondes bosses taillées dans la pierre ou taillées dans le bois, sont complètement différents de ces bronzes, mais on reconnaît quand même Zadkine. Ouais. Après, ce qu'on voit, c'est vraiment Zadkine quand on est dans le petit jardin. Là, il y a les bronzes qu'il a fait après-guerre, quand il y a eu la destruction de Rotterdam, où il a eu des commandes. Et là, on est complètement dans un autre travail qui frôle, qui est quasi abstrait, qui est complètement démantelé. Enfin, qui représente la violence de la destruction, en fait. Oui, mais en bois, remarque qu'il a fait quelques grandes sculptures dans des troncs d'arbres quand il était à la campagne, là, qui sont cubistes aussi, tu vois, où il a joué avec les formes anguleuses, avec les, tu vois, même dessiner sur le bois des formes, tu vois, il n'a pas fait seulement de la sculpture, il a fait aussi du dessin sur la sculpture. C'est ça qui est aussi, pour un sculpteur comme Zadkine, c'est ce qui est aussi très innovant. C'est cette espèce de... il taille dans un tronc d'arbre immense, c'est un orme, parce que c'est l'époque... Il y a beaucoup d'ormes. Ouais. Beaucoup d'ormes, parce que les ormes, à ce moment-là, commençaient à crever. Donc il y avait du bois disponible. Et en même temps, dessus, il dessine, il peint, il dessine la forme qu'il a fait à côté en volume, et il la dessine sur le bois. Il y a quand même comme ça des comment dirais-je, des découvertes, pas des découvertes, des innovations que même Brancusi n'a pas été aussi loin dans l'improvisation, dans l'abstraction, dans le graffiti même sur du bois, quoi, sur une sculpture. Et il y a quelques peintures, alors c'est des fusains, aquarelles et gouaches sur papier de Zadkine qu'on voit pas très souvent d'ailleurs. Et effectivement, quand je t'ai dit mais à quoi ça te fait penser, tu m'as dit Gros-Mère, et j'avais exactement eu ce même sentiment par la forme, par les couleurs. Mais là, alors à l'inverse, Modigliani est un grand dessinateur, peintre, etc., de la ligne, etc., alors que Zadkine, je veux dire que son travail de dessin m'a pas ébloui. C'est un petit peu... voilà, c'est pas un dessinateur, c'est pas vraiment un peintre, c'est d'abord et surtout un sculpteur. Tout à fait. Non, c'est intéressant de voir ce travail-là, effectivement. Oui, bien sûr. Oui. Ça montre aussi, si vous voulez, que même des gens à ce niveau de création quand même assez extraordinaire, ils ont aussi... des failles un peu terribles quand même, parce que bon, montrer cette fameuse aquarelle dont on parle avec ma camarade, ce Gros-Mère. Ouais, c'est deux buveurs là, deux personnes qui prennent qui prennent toute la place d'ailleurs en gros plan. Gros-Mère aurait fait mieux. Non, mais c'est parce que ce que je vais souligner, c'est que moi, ça m'y a fait penser tout de suite, tout et c'est le premier artiste que tu as cité. Donc. Mais c'est pas non plus, je veux dire, ça n'entache pas du tout le talent de Zadkine. Au contraire, ça montre que même les grands artistes comme lui
eh ben, ils ont des côtés un petit peu cacabouillards. Ouais. En tout cas, ce petit musée Zadkine, il faut y aller effectivement en dehors des expositions, quand il y a des expositions qui sont peut-être qui attirent un petit peu moins, mais est-ce que c'est un petit bijou quoi. On est en plein cœur de Montparnasse, et il y a cette cour avec les sculptures, ces bronzes de Zadkine, ces petites salles. Enfin, moi, c'est vraiment un lieu que j'aime énormément quoi. Oui, mais à l'inverse du Mayol. Marcus Lupers Mayol, même si je trouve que c'est, si vous voulez, le mariage est pas évident, mais vous avez deux sculpteurs à Mayol qui savaient dessiner, qui savaient peindre, etc. Vraiment un artiste complet de très haut niveau, si on peut dire ça comme ça, c'est un peu con comme expression, avec ce sculpteur allemand qui maîtrise moins bien, de mon point de vue, la peinture, etc. Mais c'est quand même deux grosses pointures qui peuvent s'affronter. Alors que l'exposition, malheureusement, enfin pour moi, l'exposition Modigliani avec Zadkine, ça agonie un peu. Ouais, moi je suis pas tout à fait de ton avis. Moi, ce que j'aime, c'est effectivement, on l'avait fait plusieurs fois, hein, de se plonger dans ces années-là. En fait, on avait vu aussi Alfie Montparnasse 19. Bon, c'est vraiment une fiction sur l'histoire de Modigliani. Et il y a quelque chose qui nous faisait toujours un petit peu rêver de cette époque-là, justement, d'amitié, surtout d'amitié forte entre les artistes, quoi. Sauf que là, encore une fois, je vous dire, mon petit couteau. Hein, je me répète un peu, mais là je trouve c'était trop disproportionné comment dirais-je, Zadkine écrase tout, quoi, voilà. Et je trouve que c'est un peu tristounet de ce point de vue-là, parce que Modigliani aurait mérité, il y aurait eu, mais c'est un musée tellement petit que bon, mais d'avoir quand même quelques pièces maîtresses de Modigliani qu'il n'y a pas là. C'est pas ces petits portraits et ce bloc à moitié taillé, gratigné, on pourrait dire, c'est même pas de la taille directe, c'est de l'égratignage direct, quoi. C'est dommage. J'en ai usé du sentiment, j'en ai usé du boniment, sans que jamais je ne me lance. J'ai respiré tous les parfums, tous les échos, jeunes ou défunts, sur ton pavé, vieux Montparnasse. J'ai promené de l'argent long, les rêves d'un vieux vagabond, qui traîne sa vieille carcasse. De la coupole au vieux clocher, du départ à l'arrivée, sur ton pavé, vieux Montparnasse. Les trains ne partent jamais vers tous les pays où je vais, lorsque le rêve enfin m'embrasse. Mais dans ma tête entourmentée, c'est une ronde endiablée de mille trains, vieux Montparnasse. J'ai jamais eu le malheur d'aimer, ni le bonheur de se quitter. Il y a des choses qui prennent trop de place. Mais j'ai aimé un coin de rue qui s'enfonçait dans la cohue de ton pavé, vieux Montparnasse. J'ai soulevé un de tes pavés pour voir si en dessous je trouverais un myosotis, une rose fugace. Et je n'ai trouvé qu'un souvenir qui se cachait là pour mourir sur ton pavé, vieux Montparnasse. Des fleurs, je sais où en trouver, des roses, des œillets par milliers, où ce qu'on nous met quand on trépasse. Il me suffira de me balader, de temps en temps de me baisser sur ton pavé, vieux Montparnasse. Moi j'ai pas eu droit au bouquet, pas de belle fille à l'arrivée, pourtant j'étais le plus cocasse. Mais on m'a dit d'un ton gentil, tu te cognes trop dur contre la vie sur les pavés du Montparnasse.
des fleurs t'en fais pas, t'en auras, t'en as vu moins que t'en verras, là où bientôt sera ta place. Tu n'auras plus jamais de soucis, tu ne verras plus le ciel gris sur les pavés du Montparnasse. Ah mille dieux, je pourrais jamais trouver le bonheur à respirer dans les jardins de ce palace. Que le paradis soit foudroyé s'il ne peut pas me ramener dans le quartier du Montparnasse. Sur les pavés du Montparnasse, Lenny Escudero, les expositions. Donc cette exposition Zadkine Modigliani, une amitié interrompue au musée Zadkine jusqu'au 30 mars, sachant qu'il y a du monde et qu'il faut mieux réserver, voilà, mais que la déambulation est un peu difficile. Oui, c'est important à réserver. Voilà. Éric Dubuc au musée d'art moderne jusqu'au 23 mars. Marcus Lupers au musée Mayol jusqu'au 23 mars, José de Ribera au Petit Palais jusqu'au 23 février, Damien de Roubaix à la BNF en un jour si obscur jusqu'au 16 février, Jacques Prévert, le rêveur d'images au musée de Montmartre jusqu'au 16 février, Josephson, sculpteur au MAM jusqu'au 16 février, Eugène Carrière, peintre et humaniste au musée Eugène Carrière jusqu'au 30 mars 2025. D'ailleurs, en allant au musée Zadkine, il y a une très belle librairie là, sur la route entre le métro Vavin et le musée. Et il y avait une affiche sur ce musée Eugène Carrière. On a trouvé ça plutôt sympa. Nadia Léger au musée Mayol jusqu'au 23 mars. Suzanne Valadon à Pompidou jusqu'au 26 mai. Pour ceux qui ont déjà vu l'exposition à Pompidou-Metz, je pense que c'est à peu près les mêmes œuvres qui sont exposées. Et elle, les élèves de Jean-Jacques Henner, donc au musée Jean-Jacques Henner jusqu'au 28 avril. Le culturel de la semaine. Alors moi hier au cinéma Le Méliès à Montreuil, il y avait une avant-première d'un dessin animé, un film d'animation pour enfants, plutôt à partir de 7 ans, sur l'enfance de Frida Kahlo. Donc moi j'y suis allée, même toute seule, et j'avoue que j'ai passé un très très bon moment. Donc c'est Frida Kahlo est née en 1907, donc là le film commence en 1913, donc elle a 6 ans, et on va voir justement comment elle est dans sa famille avec sa sœur, ses parents. Sa maman est mexicaine, son papa est allemand, et comment elle attrape justement cette poliomyélite qui va faire que toute sa vie elle aura des soucis de santé. Et donc on la voit évoluer dans son milieu, on voit toute cette petite fille vraiment soutenue par sa sœur et ses parents qui valorisent son caractère fort. Elle va être médecin, et puis voilà, on évolue dans toutes ces couleurs mexicaines. Donc c'est vraiment très très beau, avec des moments un peu magiques ou un peu difficiles quand elle est très malade et que la mort va venir la chercher. Et ça va se terminer, après les années passent, à travers son petit carnet de croquis, on voit défiler les années, et on arrive à cet accident de bus quand elle est à l'université, sachant que c'est une des rares femmes qui avait été aussi retenue pour aller à l'université. Et quand elle a cet accident de bus, où là elle est complètement brisée, qu'elle se retrouve allongée sur son lit, où sa maman va lui faire installer un miroir au-dessus d'elle pour qu'elle puisse dessiner, et où elle va dire qu'elle deviendra peintre et qu'elle abandonne l'idée de devenir médecin. Mais c'est vraiment un chouette film à voir avec des enfants, pour commencer à leur parler de cet artiste justement, quoi. Voilà. Et j'ai écouté un podcast, j'ai pratiquement terminé, sur Hildegard de Bingen. C'est grâce à Sophie, avec qui j'ai discuté la semaine dernière, qui m'en a parlé. C'est dans la série des Grandes Traversées sur France Culture. Les Grandes Traversées, c'est souvent en juillet-août. Il y a 5 épisodes d'1 heure consacrés à un artiste, une artiste, enfin des gens qu'on dit plutôt célèbres, reconnus. Et là, c'est Hildegard de Bingen donc Hildegard de Bingen, c'est une petite fille qui est née en 1098, donc qui est aujourd'hui en Allemagne. C'est la 10e enfant d'une fratrie noble, et en fait elle va être offerte à l'église quand elle a 8 ans, je crois. Et donc on va suivre tout son parcours. C'est une femme qui a eu un parcours assez exceptionnel, qui va être à la fois abbesse, elle va monter sa propre abbaye, qui va être musicienne, qui a écrit des partitions de musique, de chants géorgiens. Les spécialistes reconnaissent vraiment son écriture spécifique.
elle est poétesse, elle connaît les plantes, elle fait de la médecine, elle a un caractère fort. Bon, c'est quelqu'un en même temps qui est très malade et donc qui connaît aussi beaucoup le corps féminin, donc qui va pouvoir soigner les femmes et qui a vraiment un tempérament incroyable. Et donc on suit tout son parcours. Et moi, ce que j'aimais, c'est que c'est une moniale qui va devenir abbesse, donc quelqu'un qui elle qui a eu beaucoup de visions, qui est guidée, elle dit Dieu, à travers Dieu, j'ai vu ci, j'ai vu ça, enfin, elle se repose sur Dieu, mais en fait, à côté, on a il y a beaucoup de personnes interviewées qui vont travailler à la BNF, il y a des sœurs, il y a un neurologue qui vont essayer de resituer aujourd'hui comment interpréter tout ce qu'elle a dit. Donc aussi on reste pas dans le mysticisme et le divin, on a aussi un côté qui est dans notre époque, et j'ai vraiment apprécier justement ces explications, par exemple du neurologue qui peut parler de migraines qui font des fois que effectivement on a des troubles de la vision, on peut voir des lumières, enfin voilà, et qui explique tout ça. Et on voyage pendant ces 5 heures avec Hildegard de Bingen, et c'est assez fabuleux quand même. Il y a un fond musical justement de chants géorgiens, de ces moniales qui chantent. Il y a toujours beaucoup. Il y a Margaret von Trotta qui a fait un film sur elle, qui intervient. Enfin, c'est très fourni. Il y a beaucoup de documents et on boit du petit lait. Même si justement, moi, je suis pas du tout dans la religion. Je me suis complètement laissée embarquer par cette histoire, quoi. Et moi, alors, comme ça devient presque une tradition dans mes commentaires sur ce que j'ai regardé à la télévision. Et là, c'était encore une fois sur, je ne sais plus si sur LCP ou Arte, des survivants d'Auschwitz-Birkenau qui racontaient leur histoire personnelle. Alors, ils étaient enfants la plupart, évidemment, quand ils ont été internés, puisqu'aujourd'hui, ils sont des personnes âgées, mais je veux dire, quand ils étaient internés, ils avaient, certains avaient 7, 8 ans, 10 ans, jusqu'à peut-être 17 ans, 18 ans, voilà. Et alors, des hommes et des femmes, et c'est toujours pas, vraiment, alors c'est entrecoupé évidemment d'images d'époque sur ces camps. C'est pas franchement quelque chose à recommander aux personnes un peu sensibles, voilà, mais c'est très important de quand même regarder ces documents. Il y en aura de moins en moins, puisqu'il y aura de moins en moins de survivants, et on risque d'en perdre le souvenir, et ce serait vraiment dramatique si ça arrivait, voilà, parce que c'est quand même une mise en garde, si vous voulez, qui est très d'actualité, d'ailleurs, avec des gens comme Trump, la mort et compagnie, là, on est vraiment embarqué dans les prémices de quelque chose qui risque d'échapper complètement aux institutions mondiales. Voilà. Et tout de suite, je salue les Amaches, Claude et André de la Nation, Claude et William, nos potes de Brest, des gros bisous, Jean-Paul Sauvraz, un immense peintre de Coulé-Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, et un grand humaniste, si on peut dire ça comme ça, qui produit des sandwichs au saucisson beurre accompagnés d'un coup de rouge qui sont assez extraordinaires. Mais non, je ne blague pas du tout. Claudine, une copine à ma camarade Piquet-Cou, mais vraiment une copine, quoi, je veux dire. Bon, bref. Voilà, qui partage aussi sa passion pour la barbouille, toutes les formes d'expression plastique. Corinne, Anne-Emmanuel et Frédéric, petit trio, une petite tripette ou triplette plutôt. Corinne est tapissière de génie, Anne-Emmanuel est une plasticienne,
Et Frédéric, il fait des petites aquarelles craquantes comme tout. Juliette Planck, une immense graveuse, un peu comme Jean-Paul Souvraz, qui est immense peintre, en relégation à Rochefort-sur-Mer, et qui anime en même temps une émission sur Radio Bigaille, voilà, dans ce petit pays de Rochefort-sur-Mer. Elle est graveuse et elle ouvre un atelier pour d'artistes, si on peut dire ça comme ça, pour les gens qui sont intéressés par les techniques de la gravure. Alors vous faites vos économies, vous cassez vos petits cochons et vous vous inscrivez à un cours de Juliette Planck à Rochefort-sur-Mer. Sophie Loutrix-Brage, une artiste graveuse aussi de la région de Versailles. Ouais, toujours plaisir à l'avoir au téléphone, Sophie. Bon, ben c'est bien si tu l'as toujours au téléphone, avec plaisir. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, le Van Gogh de la taille d'épargne, un phénomène humain et aussi artistique. Agnès Dubar, une graveuse aussi, qui bouge un peu, de temps en temps, enfin qui bouge, oui, parce qu'elle était à Lille, où on l'a connue, puis après elle est allée en Ariège, et puis maintenant elle est en Bretagne Sud, et elle aussi anime des ateliers de gravure pour ceux que ça peut intéresser. Et croyez-moi, avec Agnès, vous serez au chaud en tout cas, voilà. Bienveillante, Agnès. Oui, très bien. Douce et bienveillante. Oh bah, Juliette aussi. Oui. Voilà. Alors, Thierry Morciot, un graveur belge de Bruxelles, un immense graveur bruxellois dont on a découvert le travail à une biennale dans la région parisienne, où il avait gagné le premier prix. Alice Amoroso, une très jeune graveuse, qui est en ce moment en résidence à la Casa Velasquez, voilà, pour 3 mois. Je suppose qu'elle va elle va un peu remuer un peu tout ce petit monde, qui n'est pas un monde vraiment bruyant. Non, puis elle va nous revenir avec un travail, je crois, fabuleux. Ouais. Raoul Villoula, un de ses camarades de Comte-Bar, voilà, qui aussi est un grand graveur, un artiste complet, qui peint aussi, qui fait des livres, qu'il relit lui-même, d'ailleurs, magnifiquement. Voilà, Raoul Villoula, retenez ce nom. Colette et Jacqueline, 2 femmes, hélas veuves, de grands artistes, et pour Colette, c'était Odon, un plasticien, et pour Jacqueline, c'était Raymond Imbert, un peintre magnifique, le chaînon manquant entre l'abstraction et la figuration. Liane et Laurence, 2 écrivaines dont il ne reste qu'une, Laurence, Liliane, a fait ses bagages pour le grand voyage, le dernier voyage, le plus beau voyage que l'on puisse imaginer, dans les prairies du Grand Manitou. Et Geneviève, notre sorcière bien-aimée, Marie-Christine et Christophe, des militantes chez militantes, qui militent, celle de la 125e puissance suisse, ici on la sent et on t'aime, la rousse flamboyante, qui n'est plus rousse, mais qui est blanche maintenant, mais qui anime 3 émissions, maintenant, il paraît que 3 émissions, sur une radio unie, bien, ce train-là, bientôt, tout faire, tout le programme. Bon, c'est bon, peut-être ça va nous réconcilier avec Radio Libertaire quand ce sera que du Florence. Ouais, une émission en direction des enfants, comme c'est une ancienne institutrice, elle sait de quoi elle parle, et en direction des parents. Et maintenant, paraît-il, elle va se consacrer aux femmes compositrices de musique. C'est pas vraiment un truc fastoche. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Brommarlotte, dont on a découvert une partie de l'œuvre chez Florence Quenu, à la librairie L'Empreinte, et chez elle aussi dans son atelier à Brommarlotte. Un atelier, je ne dis pas, avec une cour fermée, c'est un rêve. Enfin, c'est pas pour nos gueules. Dominique Paula-Darlouin, une galériste magnifique, hélas aujourd'hui disparue, mais dont on chérit le souvenir, et sa maman, Thérèse Franco,
Cérès Franco. Cérès Franco, pas Thérèse, Cérès Franco, qui était aussi galériste et qui ont fait un petit peu secouer les bourrelets du milieu artistique parisien, qu'on a bien besoin, encore aujourd'hui, malheureusement ils ne sont plus là pour le faire. Ah si, il y a Marie Dognaud, de la galerie Kaléidoscope, qui apprend la succession de ces deux dames, en exposant aussi des artistes intéressants sur ces cimaises. Antoine Mallory, les Champignons, qui sont plus les Champignons, mais moi je les appellerai toujours les Champignons. Voilà, un petit groupe de musicos qui connaît ma camarade Pékéko, elle connaît beaucoup de monde d'ailleurs, cette camarade Pékéko, une cosmopolite, quoi. Anna Sinoradska, une artiste peintre qui est originaire de Pologne. Vous savez, Sinoradska, c'est pas dans Cantal, hein, c'est quand même connoté, dont on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le travail. Et cette émission est à l'écoute sur le blog arakai.fr et on se finit avec Mélis Mel, Faut vivre, une chanson de Mouloudji. Ouais, salut à tous. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut pardir, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.
faut vivre.